Bonjour à tous, bienvenue pour la conférence de experts comptables entreprises avec cœur des experts comptables et Container. Pour commencer, je voulais donner comme la parole à Eric Freudenreich, qui est le président de CE. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux. Je vais être très court. Donc, je m'appelle Eric Freudenreich. Ça signifie riche de joie et je représente donc les experts comptables en entreprise. Dans la vraie vie, nous serions tous, y compris les participants, présents à Paris. Et d'autres seraient à distance, mais on serait tous au Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables où notre association est hébergée. Nous avons basculé à 100% virtuel et pas 50%, mais ce n'est pas une raison pour ne pas rendre honneur au Conseil supérieur qui nous héberge et qui est représenté ce soir par Hervé Bégaud, qui fait partie de la nouvelle mandature. Et parmi ses nombreuses responsabilités, Hervé à la présidence de la commission data et innovation, mais je tiens quand même à dire qu'il a d'autres cordes à son arc. Il est aussi en charge de la RSE, de l'international, il est président du club DAF externalisé, il a des responsabilités, je crois, à la DFCG, et surtout, il vient de sortir un livre, et je ne fais pas la pub, mais c'est parce que c'est intéressant, c'est dans l'intérêt général, ce n'est pas pour flatter son ego, c'est l'expert comptable augmenté, et c'est à la revue fiduciaire, enfin, ou je ne sais plus exactement, la revue, mais en tout cas, le thème, c'est l'expert comptable augmenté, et c'est un de ses sujets de prédilection. Hervé, je te laisse porter la voix du Conseil supérieur ce soir, et je te remercie d'être présent et d'être sorti du COMEX cet après-midi, te libérer pour nous dire un mot. Bonjour Eric, bonjour à tous et vraiment merci pour ton invitation et surtout merci à tous de maintenir ces webinaires sur ces sujets extrêmement importants et extrêmement riches. Merci pour ces bons mots à mon égard, mais comme tu le savais, notre président devait être là aujourd'hui parce qu'il y tenait. Et tu l'as dit, Eric, donc c'est une nouvelle équipe, une nouvelle mandature et Lionel Canesi est malheureusement mobilisé à la fois au COMEX, tu l'as dit, mais aussi extrêmement sollicité parce qu'il n'a pris ses fonctions que depuis le 15 décembre, donc c'est extrêmement récent et il n'a malheureusement pas le temps de vous rejoindre ce soir. Donc, il m'a chargé en tout cas de vous présenter toutes ces excuses et de vous remercier à nouveau pour tous ces sujets que vous portez, la mobilisation que vous avez pour donner à nos confrères ces moments d'échange, ces moments d'enrichissement sur des sujets aussi importants. Le sujet que vous proposez aujourd'hui, moi, m'intéresse tout particulièrement. Ce que tu l'as dit aussi, Eric, je porte cette commission de data et innovation, donc j'insiste sur le mot innovation. L'innovation, c'est quoi? C'est quand toutes ces technologies, toutes ces inventions, je vais le dire comme ça, rencontrent un marché. Donc, c'est comment on aide à ce que ces technologies trouvent leur place dans nos cabinets en termes de missions proposées à nos clients. Et puis, la deuxième étape, c'est comment on aide à l'appropriation de ces outils par nos confrères au quotidien. Donc, le sujet de la blockchain est un sujet que je trouve extrêmement important, extrêmement intéressant. Et ce que vous faites aujourd'hui, c'est justement de proposer un cas d'usage, parce que c'est comme ça qu'on va, nous, aborder le sujet, parce que toute la partie technique autour de la blockchain, bon, ça ne va pas nous intéresser particulièrement, mais c'est ce qu'on en fait, comment on accompagne nos clients, et puis là, vous l'abordez sous le prisme du financement et rendu possible justement grâce à la robustesse de ce nouveau système de cryptographie qu'est la blockchain et qui permet aujourd'hui de proposer ce type d'outils. On fait des levées de fonds aujourd'hui
en monnaie virtuelle grâce à la blockchain. Et voilà, je salue vraiment cette initiative et j'essaierai de suivre ça avec beaucoup d'attention. Mais en tout cas, bravo et merci. Et j'espère vraiment, et je fais un appel, je terminerai là-dessus, que vous allez, il y a beaucoup de spécialistes qui vont intervenir là tout à l'heure. Donc, je fais un appel. Hein, vous savez, ma commission a besoin d'expérience, de talent. Donc, vous êtes les bienvenus pour qu'on tous ensemble, on arrive à porter ces sujets et aider nos cabinets à rentrer dans ces sujets qui seront importants pour les années à venir. Merci Eric et merci à tous et bonne conférence. Merci Hervé. Merci pour cette main tendue aussi. Et je crois qu'une innovation de cette conférence organisée par Laurent Lanzini et Julien Catanese, c'est aussi de croiser les réseaux, hein, de croiser les startups, les experts comptables, les maîtres du soir, de ce soir, avocats, notaires, sur un sujet aussi intéressant. Voilà, donc Laurent, je te laisse présenter ce panel interprofessionnel. C'est vraiment une nouveauté pour les experts comptables en entreprise. Nous sommes toujours considérés comme des intermédiaires, des avocats, des passeurs. Nous ne trustons pas les réseaux, ils sont ouverts. Et merci Hervé pour cet accueil chaleureux qui nous invite à continuer dans cette voie. Laurent, je te laisse la main. Merci beaucoup Eric, merci beaucoup Hervé. Effectivement, donc pour commencer, merci beaucoup. Effectivement, pour commencer donc sur cette conférence, en fait, je voulais vous donner déjà les sujets qu'on va aborder et avec qui on va les aborder, quels seront nos intervenants. Donc, on parle effectivement du financement de l'immobilier via blockchain. Sur des aspects un peu plus opérationnels, nous vous transmettrons à l'issue du webinaire le support. Donc effectivement, vous aurez ce support pour avoir des informations complémentaires qui seront mentionnées. Et vous aurez l'occasion aussi de poser vos questions sur lesquelles on prévoit un temps à la fin du webinaire, donc qui va commencer à 18h30 jusqu'à 20h, à la fin du webinaire pour pouvoir répondre à vos questions. Et si jamais il y a des questions qu'on n'aurait pas pu aborder, on est en train de voir effectivement pour pouvoir les aborder plus par écrit ensuite via peut-être un système de foire aux questions, d'articles. Donc vraiment, n'hésitez pas, vos questions seront traitées, soit immédiatement, soit en différé. Donc pour vous parler de notre sujet, donc effectivement, on est sur le financement de l'immobilier via blockchain. Avant de vous dire ce qu'on va... En fait, on va parler donc pourquoi ce sujet? Parce que finalement, il y a des modes de financement innovants avec l'arrivée de la blockchain. On va vous parler de Security Token Offering, mais pas seulement. Et on trouvait ça intéressant l'impact que ça a sur le monde de l'immobilier et l'impact en termes aussi de transdisciplinarité. C'est pour ça que nous avons invité des entrepreneurs, une avocate, un notaire et une expert comptable pour vous parler de ces sujets. Donc, on va co-animer Julien Catanese, qui est directeur éditorial chez Compta Online, et moi-même qui suis senior manager dans le cabinet de conseil Square. On va co-animer ce webinaire. Vous me verrez plus, mais Julien Catanese fait un travail exceptionnel plutôt en back-office au niveau de la régie pour gérer justement tous ces aspects. Il va intervenir également. Et nous, en fait, on va vous donner le contexte et pour dresser le décor, pour laisser toute la pleine mesure à nos intervenants, que sont Diane Richbourg, qui est avocate dans le cabinet DS Avocats. Donc là, je vous donne juste une présentation très, très brève, mais chaque intervenant, au moment où il va intervenir, pour le coup, vous donnera davantage de détails sur son parcours, son champ de compétences et différents use cases et cas d'usage qu'il aura rencontrés dans ce domaine. Il y aura également Bilal El Alami, qui est président et cofondateur d'EtuiSafe, une fintech justement dans cet environnement de blockchain. Mathieu Fontaine, qui est notaire
et qui a participé effectivement sur les aspects numériques auprès du Conseil supérieur du notariat. Hélène Trébosque, qui est expert comptable et experte vraiment dans cet écosystème. Et enfin, Florian Le Goff, qui est directeur chez Synapse. Et en quelques mots, c'est réducteur, mais qui fait une société de vérification d'identité, mais pas seulement, qui va aussi plus loin. Donc, pour donner un aperçu du sommaire, donc effectivement, pour la page 6, effectivement, on a cette conférence où moi je vais vous parler un peu de manière très large et ce qu'est la blockchain, en vous invitant, si vous souhaitez en savoir plus, de donner quelques pistes, quelques billes pour creuser des informations. Julien vous parlera de la tokenisation, où c'est justement ces opérations de financement que permettent la blockchain. Et ensuite, nos intervenants vous parleront effectivement de use case, du cadre juridique, que ce soit sur les aspects propres aux avocats ou sur les aspects notariés, de fiscalité et de comptabilité, et également sur ce que ça implique en termes d'audit et de valorisation de l'immatériel. Enfin, comme c'est un travail d'équipe, en fait, avec ECE, on a monté un club immobilier et c'est un travail d'équipe donc, qui seront mis en avant, effectivement. On ne pouvait pas faire participer tout le monde, donc on quand même à les remercier pour leur gros travail qu'ils ont fourni également pour la préparation de cet événement. Nous avons eu la chance également après d'avoir une conclusion de la part de Frédéric Espira, qui est expert comptable patrimonial. Et enfin, on aura un temps pour les questions-réponses. Alors, pour vous expliquer un peu les enjeux, c'est-à-dire sur la page 7, l'immobilier et aussi la blockchain. En fait, pourquoi immobilier? Parce que finalement, c'est un poids considérable par rapport au PIB mondial, mais en termes de marché, au niveau des actifs et donc des méthodes de financement, des opérations de financement de ces actifs. Donc, c'est très significatif. Donc, il y a un impact très fort en termes d'innovation technologique. Et un autre aspect qui est de manière plus large que la blockchain, mais ces enjeux de numérisation, de digitalisation. On parle de plus en plus du Building Information Management, c'est-à-dire, on pourra vous donner quelques cas d'usage, mais c'est plus pour donner un champ des possibles. C'est comment effectivement on modélise toutes les données des bâtiments. Quand on parle de numérisation de plans de bâtiments, on parle aussi de smart city, c'est-à-dire les interactions entre justement les différents organismes et différents bâtiments. On parle de maisons intelligentes. C'est surtout pour dire qu'il y a et aussi de la 5G, de la technologie. C'est surtout pour dire où je veux en venir, c'est une masse de data colossales qui sont créées et qui vont être créées de plus en plus. Et en fait, notre sujet de blockchain et de financement s'inscrit dans cette évolution de raz-de-marée finalement de data. Alors, pour vous parler très brièvement de la blockchain, de manière très générale, donc, sur la page 9, on vous a proposé vraiment quelque chose d'historique, enfin de manière très, très pédagogique finalement. On peut placer la blockchain comme une 4e révolution industrielle, c'est-à-dire on a eu d'abord l'imprimerie qui a disrupté la connaissance, la motorisation sur l'énergie, l'Internet sur la partie distance et la blockchain qui révolutionne en fait tout ce qui est logique d'intermédiation. On parle de confiance, on parle de tiers de confiance. C'est ça un des aspects prépondérants de cette technologie. Et par exemple, pour donner un peu une citation côté un peu humoristique, c'est pour parler un peu de confiance, mais avec toutes les facettes que peut avoir ce mot. Par exemple, depuis Adam se laissant enlever une côte, j'étais Napoléon attendant Grouchy. Toutes les grandes affaires qui ont foiré étaient basées sur la confiance. Faire confiance aux honnêtes gens est le seul vrai risque des professions aventureuses. En fait, c'est un peu une boutade pour vous dire que effectivement, on est sur un côté innovant, donc il y a ce côté aventurier, mais qu'en même temps, on est sur une révolution qui ne va pas remplacer
ce qui existe déjà en termes de tiers de confiance, mais qui va apporter des choses complémentaires. Pour vous donner, pour conclure, vous donner un exemple très simple, enfin un peu vulgarisé, mais pour comprendre effectivement un peu l'environnement de ce qu'est la blockchain. En fait, c'est un mode de fonctionnement très schématique, mais en 6 étapes. On va avoir une transaction de manière classique qui est initiée entre 2 intervenants et en fait, elle va être codifiée, c'est-à-dire elle va être codifiée dans un système qui va permettre de créer un bloc enregistré numériquement. Ce bloc va être vérifié ensuite, puis validé via un système de consensus on entrera davantage dans les détails. Ensuite, une fois validé, ce bloc, 5e étape, va être exécuté et va être conservé de manière infalsifiable et tangible au sein de la blockchain. Cela, en fait, ce fonctionnement soulève des enjeux juridiques, que ce soit en termes de droit comptable, fiscal, monétaire et financier, qui est un peu dans notre champ de compétences, mais également sur des aspects de droit de concurrence, propriété intellectuelle et même gouvernance de la chaîne, on en parlera également. Voilà pour planter le décor et je souhaitais laisser la parole maintenant à Julien pour donner plus ces aspects, entrer encore, réduire un peu justement le filtre et entrer une strate encore un peu plus précise sur ce qu'on appelle la tokenisation. Donc, Julien, si tu veux bien continuer. Bonjour à tous, merci beaucoup Laurent. Oui, donc effectivement, l'idée c'était de parler un petit peu de tokenisation en préambule parce que c'est un terme qui revient très régulièrement. Je vais passer peut-être rapidement sur mon profil. Effectivement, Julien Catanès, donc directeur éditorial de Compta Online, qui est un média digital à destination des professionnels du chiffre, experts comptables en entreprise ou en cabinet. Pour le principe sur la tokenisation, si on le définit de façon la plus simple possible peut-être, c'est de commencer par dire que tokeniser un actif, c'est en créer une représentation numérique sur la blockchain. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? Un des objectifs principaux, c'est souvent de rendre un actif plus liquide que ce qu'il est, sans avoir recours à cette technologie. Et pourquoi la blockchain peut rendre un actif plus liquide? Mais parce qu'elle a des propriétés qui peuvent être utilisées. Alors, j'en ai listé quelques-unes. La première qu'on peut citer, c'est sa capacité de fractionnement. On sait que si on prend l'exemple du Bitcoin, qui est un exemple de crypto-monnaie, on peut aller jusqu'à 8 chiffres après la virgule et donc avoir quelque chose qui est très, très fractionnable. Ce qu'on ne peut pas avoir avec des actifs traditionnels la plupart du temps. Et donc, ça permet, quand on a un actif, en particulier immobilier, cette possibilité de fractionner permet de rendre le marché plus liquide, évidemment, puisqu'on peut faire des toutes petites parts d'un bien qui a une valeur importante. La deuxième caractéristique qu'on peut utiliser, c'est l'instantanéité ou quasi-instantanéité des échanges qui existent sur la blockchain, et qui permet du coup d'échanger ces représentations numériques facilement. La fiabilité du réseau blockchain, dont a parlé Laurent. Aussi le fait qu'on réduit les intermédiaires. La sécurité et la fiabilité de la technologie blockchain permet d'échanger de la valeur entre deux personnes sans avoir besoin de recourir à un tiers de confiance au milieu. Et donc forcément, dans tout un tas d'opérations, et ça s'applique assez bien à l'immobilier, puisque dans l'immobilier, il y a beaucoup d'intervenants, on peut imaginer se passer de tout un tas d'intermédiaires. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? On en parlera tout à l'heure, mais on peut l'imaginer techniquement. Et donc, si on réduit les intermédiaires, on peut aussi imaginer réduire les coûts de transaction. Et donc, encore une fois, rendre plus fréquent, plus liquide la transmission d'un actif. Le dernier point qui peut être important, c'est que forcément, quand on est sur une blockchain, on peut se passer au-delà de toutes les frontières et s'adresser à un marché qui devient d'un coup mondial. Alors que, en particulier dans l'immobilier, ce n'est pas forcément le cas. Les offres de vente de biens immobiliers, par exemple, s'adressent souvent à un public qui est très local. On va voir tout à l'heure avec des exemples que maintenant, on peut acheter très facilement et très rapidement une fraction d'un bien immobilier qui peut se trouver à l'autre bout du globe. Et donc, le fait de rendre ces actifs plus liquides et de permettre des échanges beaucoup plus fluides, ça peut créer un véritable marché secondaire dans des secteurs qui n'en ont pas vraiment ou peu.
Un exemple là aussi, c'est les parts de sociétés immobilières. C'est quelque chose qui ne s'échange pas très facilement ou qui se revend pas très facilement parce qu'on n'a pas eu un accès à une information instantanée, facilement diffusée, publique. La blockchain permet de changer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut tokeniser? Là, j'ai pris 3 exemples dont on parle régulièrement. Le principe, c'est qu'on peut tokeniser tout type d'actifs. Ça peut être un actif immobilier, c'est ce qui va nous intéresser. Ça peut être aussi des titres de société, on va aussi en reparler beaucoup. Mais ça peut être aussi complètement autre chose. Il y a des projets qui sont assez connus qui portent par exemple sur des œuvres d'art. Si on prend quelques cas plus précis dans l'immobilier, qu'est-ce qu'on peut imaginer compte tenu de tout ça, tokeniser dans le secteur immobilier? L'exemple peut-être qui peut paraître le plus immédiat, c'est celui du haut avec la propriété d'un actif immobilier. Le premier point, c'est de se dire, on peut imaginer partager un bien immobilier, le fractionner et le diffuser sur une blockchain pour le vendre ou l'échanger. Il n'y a pas que ça. Si on regarde le graphique dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, on peut aussi passer sur la propriété de parts de sociétés immobilières. Donc là, il n'est plus question de se partager directement un actif qu'on a fractionné, mais de se partager, d'échanger, de tokeniser en tout cas, des parts d'une société qui elle-même détient un bien immobilier. Mais si on pousse le raisonnement, on peut imaginer tokeniser d'autres choses encore. Par exemple, des revenus futurs, ce qui pose des questions en termes de démembrement de propriété, par exemple, mais aussi des droits d'utilisation, des services, et également de la dette. On peut tokeniser de la dette. Donc en termes de financement, ça montre un petit peu l'éventail de ce qui est possible. Ce n'est pas forcément tout ce qui existe ou tout ce qui est fait ou tout ce qui est faisable, en particulier en France, mais ça permet d'avoir un certain éventail. Ce qu'il faut retenir, sans rentrer dans le détail de chaque opération pour l'instant, c'est que la qualification juridique et le montage qu'on va mettre en face de chacune de ces opérations dépend de ce qu'on appelle le sous-jacent. Le sous-jacent, c'est quoi? C'est justement le bien sur lequel porte la tokenisation. Donc, tout ça pour dire que le principe, quand on parle de tokenisation, il ne faut pas s'arrêter au terme de tokenisation, il faut aller un cran plus loin et regarder l'actif qui est dessous, quel est le sous-jacent. Et c'est ça qui va permettre de définir à la fois le token, sa nature juridique, donc on parle d'utility token ou de security token, ou parfois de titre financier, ou même la nature de l'opération. Donc on a beaucoup parlé d'ICO, on parle aussi beaucoup d'STO, où simplement il y a des opérations, donc Bilal aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, qui portent sur des registres de titres dématérialisés. Donc tout ça va dépendre du type de bien du sous-jacent. Si on prend quelques exemples d'utilisation, on va en parler tout à l'heure, mais le droit d'utilisation, ça peut paraître un petit peu vague quand on le voit ici. On peut imaginer des services qui utilisent des tokens qui seraient vendus et qui permettraient aux personnes qui sont locataires ou qui acquièrent un bien de bénéficier de services complémentaires, par exemple. Alors, la qualification juridique, on va aussi rentrer dans le détail tout à l'heure, donc sans prendre du temps de parole à Diane en particulier, mais simplement pour poser un petit peu peut-être le cadre. La loi Pacte a permis de définir, de donner un cadre juridique au token, parce que comme très souvent, la technologie est allée beaucoup plus vite que le droit, donc il y avait des situations qui existaient et qui n'étaient pas qualifiées juridiquement. Et la loi Pacte, en 2019, a posé un cadre. Et surtout, elle a créé cette catégorie, qui est la catégorie des actifs numériques. Cette catégorie des actifs numériques, elle contient 2 sous-catégories, catégorie des jetons ou tokens et catégorie des crypto-monnaies, qui sont techniquement des jetons très particuliers, mais qui ont une valeur de monnaie, en fait. Et en dessous, dans la catégorie des jetons, on distingue essentiellement les utility tokens et les security tokens. Et il y a une autre catégorie sur la droite, qui n'est pas une catégorie nouvelle, qui est celle des titres financiers. Les titres financiers, ça existe depuis toujours. Il y a une réglementation très importante, puisqu'il y a des enjeux et des risques associés qui sont très importants aussi. Et toute la difficulté, ou beaucoup de raisonnement juridique, va être de savoir si on est dans la catégorie de gauche, est-ce que les tokens, parce que le sous-jacent sur lequel porte mon opération, sont considérés comme des jetons, ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'ils vont être assimilés à des titres financiers, et dans ce cas-là, relever de la réglementation financière. Donc après, Diane aura l'occasion de le présenter de façon précise.
mais on voulait présenter le cadre de façon générale auparavant. Voilà. Donc, Laurent, je te donne à nouveau la parole. Bien, ben, merci beaucoup, Julien. Maintenant qu'on a pu faire part du décor, justement, on va pouvoir passer à la table ronde, c'est-à-dire chaque intervenant va pouvoir, via des supports de présentation, vous expliquer un peu son champ de compétences et justement comment eux, ils s'inscrivent par rapport à ce qu'on a positionné, quels compléments ils vont apporter. Ils peuvent apporter de contrepoints aussi. Et donc, je vous propose de commencer donc, par la partie use case avec Bilal Alami et Florian Le Goff. Et notamment, page 19, Bilal, je te laisse la parole alors. Super, merci beaucoup Laurent. Merci à tous les participants de cette conférence de vous être connectés ce soir. Moi, je suis Bilal Alami, j'ai 29 ans, j'ai un parcours scientifique en physique et mathématiques appliquées, et aussi diplômé d'une école de commerce. Et ça fait à peu près 2 ans que j'ai cofondé EquiSafe avec Frédéric Bertoya, qui est un ancien avocat. Où notre objectif est d'apporter une plateforme SaaS qui vise à faciliter les transactions financières non cotées. Et on utilise notamment, l'une des briques technologiques qu'on utilise, c'est la blockchain. Et je vais vous décrire comment est-ce qu'on l'utilise et comment on travaille avec des professions comme la vôtre. Alors, avant de rentrer dedans, je voulais rentrer un petit peu dans reprendre quelques éléments importants pour moi. La blockchain, c'est une base de données distribuée grâce à un protocole de sécurité sur laquelle on peut faire tout type de transaction ou de transfert de valeur ou de propriété grâce à un jeton. Il y a 3 choses importantes ici, c'est l'aspect base de données, l'aspect protocole et l'aspect jeton. Et du coup, je vais rentrer rapidement dans chacun d'entre eux pour apporter peut-être un peu de visuel sur en quoi cette technologie se différencie aux précédentes. En termes de base de données, ici, vous avez 3 schémas de à quoi ressemblent différentes bases de données au cours du temps. La première, qu'on appelait centralisée, qui était globalement les entreprises qui avaient des serveurs au sein même de leur société. Et en fait, avec l'émergence du cloud, on a voulu abaisser les coûts de maintenance, de capital humain et de frais de setup de ces serveurs en déléguant la gestion de ces serveurs à une entité tierce comme Google Cloud ou Amazon Web Services. Et du coup, les nœuds entre guillemets décentralisés de cette architecture sont les serveurs d'Amazon ou de Google Cloud. Le problème avec ce type de serveur, bien que ce soit moins cher l'avantage c'est que c'est moins cher pour les utilisateurs de ces serveurs, mais le désavantage c'est que si l'un de ces serveurs-là est inaccessible et vous êtes tous tombés sur une page où il y avait écrit serveur momentanément indisponible, toutes les personnes qui étaient connectées à ce serveur n'ont plus accès à de l'information. Et la blockchain arrive et elle ressemble un petit peu à cette image de base de données distribuée qui en fait copie la même information sur tous les serveurs afin d'avoir une résilience de cette information-là et toujours une forte disponibilité. Alors évidemment, on ne va plus stocker les fichiers en eux-mêmes parce que sinon, déjà qu'aujourd'hui, les warehouses, comme on les appelle, consomment beaucoup trop d'énergie. Et bien c'est là qu'entre en fait la cryptographie en jeu, où en fait on va stocker l'ADN de ce document ou de cette valeur qu'on veut stocker sur cette base de données. Et du coup, ça prend beaucoup moins d'espace que l'objet en lui-même. Donc voilà, en termes d'architecture, comment ça se différencie et puis quels sont les avantages et les inconvénients de chacune des bases de données. Qui ici, en fait, la base de données locale est quasiment plus utilisée. La base de données cloud représente la plus grande part de marché. Et puis vient s'inscrire la blockchain qui commence à grappiller des parts de marché petit à petit pour des applications où on a besoin de s'échanger de la valeur. Deuxième aspect, c'est ce qu'on appelle le protocole ou le consensus. Alors sur Internet, il y a un protocole qui est assez connu qui s'appelle TCP/IP sur lequel repose le transfert de l'information. Et donc son équivalent, c'est ce qu'on appelle le consensus, qui résout un problème qui vise à détecter des agents malicieux au sein d'un groupe qui collabore.
Et c'est ce qui permet en fait de pouvoir transférer de la valeur. C'était simplement pour faire le parallélisme. Et enfin, le jeton, ce qui est cet outil cryptographique et programmable. Donc programmable, ça veut dire qu'il peut détenir de l'information et il peut y avoir différentes informations qui peuvent être détenues, comme l'avait introduit Julien. Ça peut être des droits afférents à un actif ou ça peut être des titres de propriété qui peuvent prendre différentes formes juridiques. Ce qu'on appelle des smart contracts, c'est simplement de la logique informatique qui s'exécute sur une base de données distribuée comme la blockchain. Donc ça existe depuis les années 80. Il n'y a pas grand-chose de nouveau à part le terme qui est un petit peu exotique et qui a introduit cette innovation de la blockchain. Et la blockchain apporte 3 avantages. Elle apporte une immutabilité de l'information. Tout ce qui est inscrit ne peut plus être retiré. Je connais quelques notaires qui réfléchissent à l'utiliser, notamment pour les comment ça s'appelle le document qu'on écrit en fin de vie pour la transmission de sa propriété. Il apporte, donc je disais, de l'immutabilité de l'information, de la transparence, parce que c'est un registre ouvert à tout le monde. Alors évidemment, tout est crypté à l'intérieur. Vous ne pouvez lire que votre information en ayant cette clé publique, privée qui permet de manipuler des outils cryptographiques. Mais le registre étant public, mais évidemment, comme je disais, illisible. Et tout ça, ça apporte de la résilience et de l'auditabilité. Parce que l'information, on n'a pas tous ses œufs dans le même panier, et de l'auditabilité parce que toutes les transactions sont extrêmement bien référencées et qu'elles ne peuvent pas être falsifiées. Alors maintenant qu'on sait tout ça, on va rentrer sur la 3e partie. Donc, en termes de blockchain, il y a la base de données et puis il y a ce qu'on appelle l'économie des tokens ou la token économie. Dans cette token économie, il y a une taxonomie très claire. Et je vais rentrer dans 2-3 éléments différenciants. Le premier, le plus connu, c'est Bitcoin. On appelle ça de l'or digital. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une limite finie qui est inviolable de nombre de Bitcoins qui peuvent être créés, à la différence d'une banque centrale qui imprime en fait de l'argent un peu quand elle veut et qui crée un phénomène d'inflation monétaire. En ayant une supply qui est fixe en termes monétaires, ça permet d'avoir une monnaie qui est déflationniste. Et le minage, c'est un peu comme dans la mine d'or. On va récupérer de l'or. À T0, il y en a 100. Et plus on creuse, moins il y en a et plus c'est difficile d'en extraire. Et donc, c'est exactement la même chose avec le minage de ce Bitcoin. Plus le temps avance, plus il est difficile d'en créer et moins il y en a qui se créent. Et c'est ça qui crée ce phénomène déflationniste. Alors, on a programmé en fait un modèle économique dans cette monnaie qui lui donne des propriétés différentes de la monnaie traditionnelle. Ensuite, on a ce qu'on appelle les tokens utilitaires, en fait, qui vous donnent accès à un réseau. Donc, typiquement, si on fait le parallélisme, l'Ether, qui est la crypto-monnaie qui permet d'accéder au réseau Ethereum, qui permet de développer des applications décentralisées, le ticket de métro serait une forme analogique d'un utility token, là où le réseau parce qu'il vous donne accès au réseau RATP. Et donc, vous prépayez une dizaine de tickets que vous allez après utiliser dans le temps. Ici également, on peut programmer des modèles économiques à l'intérieur qui créent justement cette volatilité sur les marchés qui est directement indexée à l'utilisation de cette crypto-monnaie. Et la plupart des crypto-monnaies se situent dans ce champ. Et enfin, 3e cas, qui est peut-être le plus intéressant aujourd'hui, un exemple d'utility token dans l'immobilier pourrait être, par exemple, un token qui permet le time sharing de certains biens immobiliers. Imaginons Marriott qui prévend des chambres dans le temps. Je sais que ils le font déjà, par exemple, des agences de consulting qui envoient leurs consultants un peu partout dans le monde. Et en fait, il y a 3 choses qui sont des points de souffrance dans ce modèle. C'est que c'est un modèle qui est centralisé. Donc, on ne peut discuter qu'avec Marriott pour nous racheter ces crédits de chambre. Évidemment, c'est très rarement le cas dans les contrats. Donc, ce qui n'est pas consommé à la fin de l'année est perdu. Donc, ce n'est pas échangeable et surtout, ce n'est pas réutilisable à l'année N+1.
Avec la blockchain, on pourrait imaginer un jeton qui vous donne accès à ces chambres d'hôtel qui seraient décentralisées, ce qui permettrait l'échange pair à pair entre différents consultants ou différentes boîtes de conseil qui veulent se revendre leur taux d'occupation. Facilement échangeable, facilement réutilisable les années suivantes, parce que ce token, une fois qu'il est créé, il continuerait à exister dans le temps. Et on aurait une certaine volatilité en fonction de l'offre et de la demande de ces chambres qui pourrait vous permettre de soit faire une appréciation du prix s'il y a une forte demande, ou une dépréciation du prix s'il y a une faible demande. Néanmoins, ici, l'avantage est au moins de pouvoir revendre, même si c'est avec une décote liée à, entre guillemets, l'illiquidité de l'offre. Suivant. Et enfin, donc, les tokens qui ont la qualification de titres financiers et qui détiennent les informations qu'on peut avoir, par exemple, dans un certificat de propriété d'action d'une société non cotée. C'est-à-dire le nom, le prénom, le nombre de parts, le prix auquel vous les avez achetés et typiquement les droits auxquels ils vous donnent accès. Ça peut être des biens tangibles, des actions, des obligations, de l'immobilier en propre, bien que là, il y a encore quelques contraintes réglementaires liées au rôle des notaires dans la transaction, ou même de la dette. Et il y a énormément de véhicules de dette qui sont fortement illiquides, donc pas échangeables en fait. Et donc, on va encoder ces droits de dividendes, de revenus. Et ça, c'est autorisé, et Diane pourra rentrer dedans plus en détail, mais c'est autorisé depuis la loi Sapin 2 qui autorisait l'enregistrement et la transmission de titres financiers sur des dispositifs d'enregistrement électronique partagé. C'est le mot français pour la blockchain. Certaines lois liées à la loi Pacte qui ont donné une valeur probante à la base de données blockchain. Donc, l'information est opposable aux tiers. Pour ce qui est d'échange de titres financiers, on travaille surtout avec des faisceaux d'indices et avoir cette blockchain qui peut apporter des preuves supplémentaires augmente en fait le faisceau d'indices sur votre propriété typiquement. Et donc, appliqué à la finance de marché, le security token, qui est la forme cryptographique d'un titre financier, donc d'un certificat de propriété papier, a le pouvoir, dans un premier temps, de fluidifier les transactions parce qu'il bénéficie de la technologie sous-jacente et à terme, de modifier le paysage de l'échange de titres. Alors, il va le modifier de deux manières différentes parce que la liquidité, en fait, c'est le temps qu'on met pour échanger ces titres contre de l'argent. Et ce temps, il est divisé en deux parties. Une première partie qui est la recherche de la demande et une deuxième partie qui est en fait plus lié au pan de l'infrastructure transactionnelle et donc de la manière dont on envoie l'argent, dont la propriété est changée et dont les intermédiaires interagissent pour garantir la finalité de la transaction. Et donc, si je devais définir moi-même qu'est-ce que la tokenisation, c'est le fait de digitaliser un registre sur un dispositif d'enregistrement électronique partagé. Alors, quand on parle d'instruments financiers, quel type de registre? Il y a les registres de mouvement de titres qui référencient l'historique des transactions qui ont eu lieu sur le capital d'une société. Il y a les registres obligataires qui sont la même chose, mais pas pour des actions, pour des obligations, des registres de parts sociales ou des registres de parts indivises. Et c'est comme ça qu'on représente ou qu'on tokenise l'un de ces actifs. Et donc, prenons un exemple de ce que j'appelle un shares deal en immobilier, donc une transaction sur une société à prépondérance immobilière. Aujourd'hui, c'est très peu référencé, c'est ce que disait Julien dans son introduction. Donc très peu référencé, ça veut dire que ça se passe principalement au réseau et c'est donc de manière très locale. L'objectif en digitalisant cette information sur les titres, on peut les référencer et avoir un moteur de recherche sur lequel on va sourcer des véhicules d'investissement ou des acheteurs. L'expérience d'investissement aujourd'hui est très mauvaise parce qu'elle est analogue.
on signe des pouvoirs, on imprime, on scanne, on renvoie, et tout ça, c'est perpétuel. Florian aura aussi l'occasion de rentrer dans la partie KYC, qui aujourd'hui, à chaque fois qu'on fait un investissement, on refait son KYC. C'est pas ce que j'appelle une bonne expérience d'investissement. Une bonne expérience d'investissement serait de pouvoir réutiliser ce KYC dans le temps, moyennant la durée légale permise par les réglementations MiFID notamment, qui sont de 1 à 2 ans en fonction de ce qu'on veut faire. Et aujourd'hui, c'est illiquide, donc c'est très difficilement ou pas facilement échangeable. Des transactions, on le disait, peuvent prendre entre 1 et 6 mois. Et l'objectif, grâce à la blockchain, c'est déjà de minimiser la deuxième partie de la liquidité, c'est-à-dire l'aspect infrastructure qui est apporté ici par la technologie. Et après, l'offre et la demande se créera au fil du temps lorsque les usages seront de plus en plus développés. Et donc, le token apporte du référencement, apporte une meilleure expérience de sourcing ou de recherche, de souscription digitale, de suivi des positions en temps réel à travers un portail investisseur et permettent donc l'échange à travers une marketplace de ces titres. Et c'est ça l'Internet de la valeur. L'Internet de l'information, c'était pouvoir accéder à des sites Internet et lire de l'information. L'Internet de la valeur, c'est pouvoir accéder à des marketplaces où on va pouvoir lire de la valeur et s'échanger de la valeur. Alors, EquiSafe, c'est une société qui existe depuis janvier 2019. Donc, ça fait 2 ans, ça va faire 2 ans la semaine prochaine. Ça fera 2 ans la semaine prochaine. On est connu pour avoir géré le premier share deal immobilier en Europe sur l'hôtel particulier Anna à Boulogne-Billancourt sur une valeur de 6,5 millions d'euros. On a fait ça en collaboration avec CMS Francis Lefebvre. On a fait ça en collaboration avec le notaire Scribe. On a fait ça en collaboration avec Coblence Associés et on a valorisé l'actif par la société JLL. On a montré qu'on respectait les différentes réglementations européennes, parce qu'il y avait des gens de l'AMF qui étaient présents et qui ont suivi le dossier de bout en bout. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a fait toute la transaction en 30 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en 30 minutes? On a passé l'identification des parties prenantes sur la plateforme, donc de l'acheteur, des acheteurs et du vendeur. Aussi des collaborateurs comme le notaire Scribe, comme Grégoire Delamarche de chez Scribe Notaire. On a créé le registre de titres de cette société, on l'a paramétré et paramétré une augmentation de capital qui génère en fait un funnel de souscription en ligne. Et le paiement, aujourd'hui, il y a des paiements instantanés. L'objectif est demain avec la blockchain de faire des transactions instantanées, c'est-à-dire de pouvoir régler des titres et de les livrer de manière bilatérale et instantanée. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire la transaction de bout en bout. Alors évidemment, là, la valorisation avait été faite avant, le conseil sur la structuration avait été fait avant, mais les parties prenantes, les acheteurs et les vendeurs, donc l'offre et la demande, avaient été sourcées en amont. Et on a montré qu'en fait, il nous fallait 30 minutes, une fois qu'on avait tout ça, pour finaliser une transaction. Autre fait notable, c'est qu'on a réussi à diviser l'actif en 1 million de parts, ce qui faisait 6,50 € le ticket d'entrée pour pouvoir co-investir dans cet actif qui était leveragé avec de la dette bancaire et qui a vocation à être loué à une société. Donc, c'est de l'immobilier commercial et les actions vous donnent droit à des droits de vote, mais aussi des droits de propriété sur la société qui détient l'actif immobilier en sous-jacent. Et c'est ça qu'apporte vraiment la blockchain et cette automatisation et cette digitalisation de la valeur, c'est qu'elle peut gérer 10 ou 100 000 actionnaires de la même manière et qu'elle améliore l'expérience d'investissement. Nous, notre vision, et je le dis souvent, c'est qu'il faut que ce soit aussi simple d'acheter, de co-investir dans un actif immobilier ou dans un actif illiquide que d'acheter un livre sur Amazon. Et c'est ça, apporter l'usage de la digitalisation au secteur financier et immobilier. Très bien. Depuis, on a... Désolé, Bigard, je te coupe. Ouais, je termine. Je suis vraiment désolé. Le temps de parole est très, très court. Et merci beaucoup. Et vraiment encore désolé de te
couper, mais Pas de c'est souci. toujours difficile. C'est vraiment des sujets qui passionnent tous les intervenants. Donc, j'ai un rôle un peu difficile de mettre du temps, donc j'en suis vrai. Et juste avant de passer la parole donc à Florian, je veux juste noter qu'on prend bien en compte vos questions. Donc, il y a une question effectivement qui a été postée. Et comme expliqué au début du webinaire, elles seront traitées à la fin. Donc, n'hésitez pas, voilà, ça a bien été pris en compte. Bah, voilà. Florian, je te laisse la parole. Eh ben, bonjour à tous. Apparemment, il va falloir que je fasse attention à ne pas dépasser. Donc oui, Florian Le Goff, je suis le CEO de Synapse. Bon, parcours, s'il faut faire un parcours très vite, je me suis fait émanciper à 16 ans pour créer ma première entreprise. Donc après, évidemment, parcours relativement classique sur le fait d'aller en école de commerce et puis sortie d'école de commerce où j'ai créé ma première entreprise, enfin ma vraie entreprise, on va dire. Et voilà, après, en enchaînant, j'ai découvert la blockchain. Le fait que dans le milieu de la blockchain, on est tout le temps amené à démontrer son identité. Ce que Bilal a très bien dit, et que finalement, voilà, on nous parle souvent d'anonymat dans le milieu de la blockchain. Moi, je suis tout le temps en train de montrer mon KYC, et je trouvais qu'avoir une plateforme où on allait pouvoir se vérifier une seule fois et par la suite partager en instantané en fait son identité avec différents projets avait pas mal de sens. Donc ça, c'était la première société WeStart, et par la suite, on a créé une API qui s'appelle... On a créé un outil qui s'intègre sur des plateformes et qui permet de vérifier l'identité des gens. Donc, on fait de la vérification d'entreprises et de particuliers. Et donc, pour détailler un petit peu, moi, l'objectif, c'est évidemment de vous enlever un peu l'idée de la tête que le milieu de la blockchain, c'est du blanchiment et des gens pas très gentils qui veulent faire des choses illégales. Déjà, si j'arrive à faire ça, c'est cool. Et après, en vous montrant comment nous, on fait du KYC et vers quoi on veut tendre, vous montrer qu'en fait, la blockchain va même nous permettre de faire un KYC que les banques ne vont probablement jamais pouvoir égaler. Donc, si on... Alors, je pense que la slide d'après... Ouais, alors là, c'est une vidéo, mais peut-être avant de la lancer, parce que sinon, je vais avoir du mal à suivre tout du long. Si on détaille un processus KYC, globalement, c'est vérifier un document d'identité et s'assurer que la personne est bien celle qu'elle prétend être. Donc là, sur de la mise en relation à distance, selon les termes employés par l'AMF, la CPR, on doit faire ce qu'on appelle donc un liveness, vérifier un document d'identité, potentiellement une preuve de résidence. Et via un nouveau décret de l'AMF, le milieu crypto se voit concerné par une deuxième manière d'identifier un individu. Et donc, nous, on a fait le choix d'ajouter ce qu'on appelle une signature électronique avancée, et qui fait partie de ce qu'on appelle la réglementation eIDAS globalement. Donc, si on part du KYC très traditionnel du milieu bancaire, on a vérification du document, vérification de la personne, on s'assure que la personne et le document vont matcher avec un algorithme de reconnaissance faciale. Derrière, on check que cette personne n'est pas blacklistée sur des listes AML. Donc là, on va parler de listes anti-blanchiment d'argent. Nous, il y a un peu plus de 230 listes dans le monde auxquelles nous, on est connectés, et on va vérifier si cette personne fait partie de ces listes ou pas, et en fonction, accepter la personne sur une plateforme, ou refuser la personne parce qu'elle ne peut pas y accéder, elle ne répond pas au niveau de compliance. Donc ça, c'est vraiment l'aspect basique que finalement les banques font, que le milieu crypto-monnaie a été amené à intégrer. Et nous, donc voilà, donc ça c'est la première étape. Nous, on travaille aujourd'hui avec une société comme Ledger notamment, sur l'identité décentralisée, qui va permettre en fait à l'utilisateur de pouvoir réutiliser sa data en restant le propriétaire. Donc seulement lui a accès à cette data et va pouvoir, en signant un message avec sa clé Ledger, donc globalement en appuyant sur deux boutons, va pouvoir partager son identité de manière instantanée. Donc nous, on a commencé à faire du KYC dans le milieu crypto depuis début 2018.
Là, les gros projets récemment avec qui on a travaillé, ça va par exemple Polkadot, qui aujourd'hui vaut un peu plus de 7,5 milliards. Donc, on les a accompagnés sur leur ICO. On travaille aussi avec Bitfinex, qui gère la société Tether. Donc là, on parle de 25 milliards de capitalisation. Donc, on travaille aussi avec Ledger et pas mal d'autres boîtes. Et pour l'aspect un peu plus légitime du monde extérieur, on travaille avec Xerox. Donc, Xerox, en fait, revend notre solution qui est directement intégrée en fait, dans leur photocopieur. Et donc, aujourd'hui, vous pouvez aller sur l'App Store de Xerox et derrière, vous pourrez scanner des documents. Et donc, c'est notre solution qui dira si les documents sont authentiques ou non. Et là, si on lance la vidéo, l'objectif, c'est de vous montrer en fait le processus KYC global et ce que ça veut dire en fait d'ajouter de la blockchain dans ce processus et vous montrer qu'en fait, en termes d'expérience utilisateur, on est loin d'avoir alourdi le système et qu'on apporte beaucoup plus de valeur. Donc voilà. Donc là, on est sur un site qui s'appelle Binance. Donc là, c'est juste pour l'exemple, ce ne sont pas nos clients. Alors, ça... Comment ça... Parce que là, ça a l'air d'être bloqué. Ah. Ok, donc voilà. Donc là, bon, notre modèle en fait va directement s'intégrer sur le site du client. Le client va cliquer sur un bouton, ça ouvre notre fenêtre où l'utilisateur va pouvoir passer son processus. Donc là, l'utilisateur va pouvoir faire une reconnaissance faciale. Donc si vous avez passé son liveness, donc si vous avez un compte N26 par exemple, c'est quelque chose qui doit vous rappeler, vous êtes passé par ce processus-là. Et par derrière, on va vérifier le document. Et donc là, on va demander à l'utilisateur d'uploader ou de prendre en photo son document. Et un processus classique s'arrête là. L'étape supplémentaire qui maintenant va devenir obligatoire en France, c'est cette signature électronique avancée. Donc ça n'existe pas vraiment dans le monde traditionnel. Les banques ont dû avoir l'obligation de mettre ça en place, mais ne s'en sont jamais vraiment occupées. Et donc voilà, la personne va pouvoir signer et on va récupérer en fait toutes les données biométriques de l'utilisateur. Et donc voilà, ce processus a été validé hier par l'AMF, la CPR, la Direction Générale du Trésor. Et là, on arrive sur la partie décentralisation de son identité. Où, en fait, à la fin de mon procès, je vais simplement signer un message avec mon Ledger. Et toute la donnée, en fait, je vais créer une copie de données que je viens de partager avec la plateforme. Je vais récupérer cette copie, la chiffrer grâce à ma clé Ledger, y stocker en ligne, mais finalement, peu importe, parce que je suis la seule personne à y avoir accès. Je vais être la seule personne à pouvoir déchiffrer ces documents. Et donc, quand je vais vouloir réutiliser mon identité, je vais pouvoir partager ça très facilement. Donc là, l'idée qu'il y a derrière, c'est vraiment l'étape un KYC assez basique de je vérifie mon document, je fais mon liveness. Là, on va dire ça, c'est l'aspect bancaire. Le monde de la blockchain peut permettre de créer cet aspect frictionless, ce côté, je peux le partager de manière instantanée. Et pour aller encore plus loin, maintenant, nous, on travaille avec Archipel, qui est en fait une joint venture entre la Caisse des dépôts et consignations, la Poste, Engie et EDF. Et en fait, cette joint venture entre ces 4 grosses sociétés utilise la blockchain pour certifier des documents. Et donc, nous, aujourd'hui, là, on attend incessamment sous peu, ils doivent se lancer très, très prochainement. Et ça va nous permettre de pouvoir, en fait, avoir des preuves de résidence certifiées. Donc, aujourd'hui, quand vous devez prouver où est-ce que vous habitez, vous allez en général donner votre facture Free, votre facture EDF, votre facture Engie. Et Engie et EDF vont passer derrière vous. En fait, nous, on va envoyer le document que vous nous envoyez et on va leur demander est-ce que c'est réellement vous qui les avez émis. Et eux utilisent une blockchain et grâce à cette blockchain, on arrive à avoir un document qui n'est plus vérifié, mais un document qui est certifié. Et donc, si on prend pour nous le bénéfice de la blockchain et le futur qu'on voit de manière assez lointain en France, mais qui fonctionne en fait dès aujourd'hui dans des pays comme le Luxembourg, Singapour ou l'Estonie, c'est en fait d'avoir un État qui va certifier de la data. Donc typiquement, c'est ce que fait Lux Trust au Luxembourg. Derrière, vous, en tant qu'utilisateur,
vous n'avez pas forcément envie que l'État sache avec qui vous êtes en train de partager cette data parce que vous voulez tout simplement votre vie privée. Enfin voilà, vous voulez que votre vie reste privée. Et donc, grâce à Ledger, vous allez pouvoir en fait créer un espèce de firewall entre l'État et les entreprises avec qui vous partagez votre identité. Et donc, vous garantissez une forme d'anonymat où l'État ne pourra pas savoir. Et donc, tout ça, vous restez... c'est vous qui en avez vraiment la pleine disposition et vous pouvez donc décider avec qui vous voulez partager toutes vos informations de manière complètement sécurisée et instantanée. Et donc, si on reprend un peu tous les éléments, l'objectif, c'est de montrer qu'entre un KYC normal et un KYC, on va dire, qui utilise la puissance de la blockchain, enfin, les avantages de la blockchain, on peut ajouter de la certification d'information qui émane d'entreprises dans lesquelles on peut avoir extrêmement confiance. On parle d'EDF, Engie, la Poste, la Caisse des dépôts, qui est quand même un organisme public, et ajouter une forme de respect de la vie privée et de redonner la data dans les mains des utilisateurs, plutôt que de les confier toute cette data aux GAFAM globalement. Voilà. Très bien, merci beaucoup Florian pour cette présentation. Je vois déjà dans vos questions-réponses déjà des personnes qui apprécient beaucoup Synapse. Donc, on pourra vous mettre effectivement en contact ensuite pour répondre à vos questions. Alors, pour continuer effectivement sur ce timing, il nous reste 3 intervenants, plus un intervenant qui pourra conclure également. Donc, il nous reste une demi-heure. C'est toujours difficile d'intervenir en fin de webinaire, donc je vous remercie encore. Et je vais laisser la parole donc, à Diane Richebourg et Mathieu Fontaine pour la partie cadre juridique. Donc Diane, si tu veux bien commencer. Bien sûr, merci beaucoup. Bonsoir à tous, Diane Richebourg, je suis avocate au sein du cabinet DS Avocats. Je n'ai pas grand-chose à dire sur mon CV, de plus que ce qui est affiché. Je suis avocate depuis bientôt 3 ans et spécialisée dans le département, spécialisée en FinTech, dans un cabinet de droit qui est global, donc qui permet une offre globale avec plusieurs pôles. Donc, on peut prendre en charge des clients sur toutes leurs problématiques. Voilà, donc je vais essayer d'être rapide et concise sur les aspects juridiques. Comme cela a été rappelé, effectivement, il ne faut pas perdre de vue que le financement de l'immobilier, même si elle se fait à travers l'émission de jetons sur un dispositif blockchain, est déjà largement encadré par la réglementation financière qui est principalement d'origine européenne. Donc, on a déjà une réglementation financière qui est d'ores et déjà en place et qui a vocation à s'appliquer dans de nombreuses hypothèses. On a, en dehors du champ d'application de cette réglementation financière, d'autres régimes qui sont susceptibles de s'appliquer. Tout cela est parsemé, comme cela a été rappelé par les intervenants avant moi, par d'autres obligations que je ne vais pas détailler, mais effectivement des obligations éventuellement de KYC et d'anti-blanchiment. On peut également citer les obligations relatives au respect du RGPD, du traitement des données personnelles et pourquoi pas du droit de la consommation selon ce qui est émis et ce qui est vendu. Voilà, donc je vais m'attarder uniquement sur la réglementation du financement et de l'émission des jetons dans le cadre de ce financement immobilier. Il y a beaucoup à dire et je ne vais pas pouvoir tout dire dans le temps qui m'est imparti. Je vais donc synthétiser en distinguant en fonction que le financement se fasse dans le cadre du financement participatif ou en dehors de ce cadre-là. Donc, si on se place dans le cadre du financement participatif, jusqu'à présent, les acteurs du financement participatif qui sont les plateformes et les porteurs de projets
était soumis, en tout cas en France, à une réglementation uniquement française. Le législateur européen ne s'est emparé de cette question qu'en 2018 et pour finalement avoir un règlement européen qui a été adopté en juillet dernier, en juillet 2020. Donc, je vous propose de comparer rapidement le régime français actuel et le futur régime européen. D'abord, sur la fixation du seuil. Le régime français permet aux porteurs de projets de collecter jusqu'à 8 millions d'euros sur 12 mois. Ce seuil est calculé par projet. Et il a été fixé en cohérence avec le seuil qui s'applique en matière d'offres au public de titres financiers. La nouvelle réglementation européenne, elle, a opté pour un seuil à 5 millions d'euros et qui n'est pas fixé par projet, mais par émetteur, et qui est toujours calculé sur une période de 12 mois. En ce qui concerne le statut à adopter pour les plateformes de financement participatif, la réglementation française distingue en fonction que l'offre de financement participatif se fasse en prêt. Dans ce cas-là, il faut être intermédiaire en financement participatif ou en titre. Et dans ce cas, il faut être conseiller en investissement participatif. La réglementation européenne a opté pour un statut unique de prestataire de services de financement participatif. Donc, une fois agréé et en fonction de l'étendue de son programme d'activité qui devra être présenté au régulateur, ce prestataire unique pourra proposer à la fois des activités de financement participatif sous forme de titres, de souscription de titres ou de prêts, du crowd equity ou du crowdlending. Il n'y aura pas de différenciation de statut. L'entrée en vigueur du règlement européen est fixée au 10 novembre 2021. À compter de cette date, les plateformes existantes qui ont déjà un statut en France auront 12 mois, donc jusqu'au 10 novembre 2022, pour obtenir l'agrément unique de prestataire de services de financement participatif. Cette période de transition, il a d'ores et déjà été précisé qu'elle pourrait être prolongée de 12 mois supplémentaires, soit jusqu'au 10 novembre 2023. À l'expiration de cette période de transition, telle que prolongée le cas échéant, seuls les prestataires agréés conformément au règlement européen que je viens de citer pourront donc offrir des services de financement participatif en titre ou en prêt au sein de l'Union européenne. En France, ce régime aura donc vocation à remplacer complètement les deux régimes existants de CIP et d'IFP. L'avantage certain, c'est une uniformisation des régimes au sein de l'Union européenne et surtout une possibilité d'exercer ces activités de manière transfrontalière dans toute l'Union européenne. L'inconvénient, c'est la nécessité de transformer son statut et ses règles de fonctionnement si vous êtes un acteur qui a d'ores et déjà un statut au sein un statut français. Voilà pour le financement participatif. Si on se place à l'extérieur du financement participatif, on opte pour un financement de l'immobilier à travers l'émission de jetons hors plateforme qui ferait l'intermédiaire dans cette émission. La réglementation qui s'applique sera différente en fonction de la qualification du jeton émis. Donc, ici, je me situe uniquement dans les offres au public, ouvertes au public, qu'elles soient de titres financiers ou pas de titres financiers, parce que pour tout ce qui est offre privée ou offre qui serait limitée à un certain nombre de personnes ou à un certain profil d'investisseurs, c'est encore une réglementation spécifique. Donc, si votre jeton numérique peut être qualifié de titre financier, et comme cela a déjà été un peu évoqué au début, par Julien, la réglementation applicable est la réglementation financière et bancaire qui existait déjà. La règle de principe, c'est l'établissement d'un prospectus lorsque votre offre de titre financier est ouverte au grand public. Et ce prospectus doit être visé par un régulateur donc, financier, qui est l'AMF en France. Et c'est effectivement
une réglementation assez contraignante, puisque le prospectus est quelque chose de contraignant à mettre en place, mais facilement passeportable dans toute l'Union européenne, puisque visé par un régulateur financier de manière uniforme, quel que soit le pays de l'Union européenne. Il y a une exemption qui est intéressante en dessous de 8 millions d'euros. Donc, c'est le seuil que j'ai évoqué dans le cadre du financement participatif. Donc, une exemption si l'offre est effectuée en France pour un montant inférieur à 8 millions d'euros. Ce montant, il est calculé sur 12 mois et il est français, car chaque pays de l'Union européenne a pu fixer un seuil entre 1 et 8 millions d'euros, de sorte que vous n'aurez pas le même seuil ni les mêmes règles si vous allez en Italie ou en Belgique. Dans ce cas, donc en France et en dessous de 8 millions d'euros, c'est une information allégée qui est requise auprès de l'émetteur, qui peut donc se limiter au dépôt d'un document d'information synthétique auprès de l'AMF. Donc, c'est un dépôt et non pas un visa, comme cela est requis pour un prospectus. Enfin, si votre jeton n'est pas qualifié de titre financier, dans ce cas, nous nous plaçons dans la réglementation française actuelle qui est issue de la loi Pacte et qui encadre les émetteurs qui procèdent à une offre au public de jetons numériques qui doivent être collés avec la définition qui a été donnée au terme de la loi Pacte. Donc ce sont les articles L552-1 et suivants du Code monétaire et financier. Ce régime porte sur les biens numériques non assimilables à des instruments financiers et qui donne lieu à un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés, transférés au moyen d'un dispositif blockchain. Dans ce cas, l'émetteur peut demander un visa de l'AMF, ce visa donc sur son offre au public, et ce visa est optionnel. Nous avons en préparation une réglementation européenne qui a été proposée par la Commission européenne très récemment et qui est dédiée au marché sur cryptoactifs. Donc, ce règlement a été baptisé MiCA pour Markets in Crypto Assets et s'inscrit dans le cadre d'un paquet législatif dédié à la finance numérique. Donc, on va avoir une réglementation européenne assez importante qui va bientôt s'appliquer pour tous ces domaines-là. Et ce projet, pour l'instant, opte pour un passeport européen unique pour les émetteurs de jetons. Et à la différence de notre loi Pacte et de notre visa optionnel actuellement applicable en France, ce passeport serait obligatoire. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Diane. Et dans la continuité, effectivement, du cadre juridique, je propose de passer la parole à Mathieu Fontaine, qui est notaire. Je vois avec Julien, est-ce que tu penses que le son avec Mathieu fonctionne? Ah, il me fait non de la tête. C'est les aléas du direct. On avait pensé à tout, mais il y a toujours des événements imprévus. Pourtant, c'était une partie très intéressante parce que Mathieu Fontaine a apporté finalement un contrepoint par rapport à pour mettre. Alors, je pense qu'il nous entend quand même, donc ça va être peut-être d'autant plus frustrant pour lui, parce qu'il a quand même réussi à se connecter, mais toujours des aléas techniques. Donc oui, il m'entend bien. je vais essayer de quand même retranscrire son idée, les idées qu'il voulait mettre en avant, mais ce sera forcément moins bien que lui. Donc je m'en excuse par avance. En tout cas, l'idée qu'il voulait apporter, c'est que finalement, c'était de se dire, effectivement, on a un système traditionnel, actuel, dans les transactions immobilières. On a effectivement un notaire qui est un officier public et qui fait office de tiers de confiance. Et donc, il a un rôle dans l'authentification des actes. Et
il y a un pouvoir de la part effectivement en tant qu'officier du public pour donner force et exécutoire à ces actes. Il y a aussi un rôle dans le recouvrement de l'impôt et donc il recouvre en fait plusieurs facettes. Laurent, tu Hem, m'entends? oui, Ah, ça y est, je suis désolé. Merci pour votre patience. merci Alors beaucoup du coup, Mathieu. Je te je laisse ne la t'ai pas parole alors. entendu pendant quelques minutes, pendant ces quelques minutes où tu as comblé mon absence. Excusez-moi à tous, c'est un comble pour une conférence sur une technologie numérique de ne pas réussir à vous rejoindre en live et en vidéo. J'en suis vraiment navré. J'en suis d'autant plus navré que j'aimerais saluer toute l'énergie de Laurent et de Julien et toute la créativité qu'ils ont mis dans cette conférence et remercier aussi cette interprofessionnalité bienveillante que vous avez souhaitée pour que nous exposions chacun notre point de vue sur ce sujet vaste. Alors mon point de vue, du coup je vais un peu accélérer le propos puisque je suis déjà en retard. Mon point de vue c'est celui du notaire. Alors tu as probablement Laurent dû me présenter, donc je passerai sur cette présentation. Et pour resituer le cadre de mon propos et de cette intervention qui va être celle de l'officier public que je suis, il m'apparaissait utile de rappeler quelques fondamentaux, de replanter le décor, si vous voulez, bien que je sache que chacun d'entre vous connaisse parfaitement le rôle du notaire et ce qu'est un notaire. Néanmoins, il est peut-être intéressant de le rappeler. Rappeler que le notaire est simplement un officier public. Cet officier public qui s'est vu recevoir de l'État une partie de sa puissance, une partie de l'autorité de cet État. D'ailleurs, le notaire est désigné par l'État pour exercer sa mission et un petit peu par provocation dans le cadre de cette conférence. Je l'avais désigné qu'entre guillemets comme le tiers de confiance de l'État, puisque la blockchain fait souvent référence à cette notion de confiance. Le notaire, il a plusieurs missions et parmi ces missions, je souhaitais vous rappeler celle qui était importante dans le cadre de nos réflexions. Authentifier les actes qu'il rédige et qu'il reçoit. Authentifier, ça veut dire quoi? Vous le savez, c'est rendre un acte authentique, lui donner date certaine. La date de l'acte du notaire ne peut pas être remise en cause, sauf à démontrer que le notaire a réalisé un faux, mais sinon cette date est une date certaine. Force probante, la force probante, c'est le fait que le contenu de l'acte du notaire lui-même ne puisse pas être remis en cause, sauf encore à démontrer le faux du notaire. Et la force exécutoire, c'est-à-dire que le notaire réalise ses actes au nom de la République et à ce titre, et au titre de la délégation de pouvoir, de puissance publique qu'il détient, ces actes s'exécutent par eux-mêmes. Le notaire aussi a pour mission, et c'est pour ça que je vous disais, parmi les missions du notaire, il y a ces trois-là sur lesquels je voulais insister pour qu'on comprenne un peu mieux le flux de ma pensée dans les slides suivants. Le notaire recouvre les impôts également pour l'État et a pour mission de les rendre à l'État, bien entendu, dans des délais qui sont déterminés par la loi et sous sa responsabilité, et ça c'est important, sous sa responsabilité, sa seule responsabilité, et d'ailleurs des sanctions sont prévues si le notaire ne délivre pas l'impôt dû à l'État dans les délais définis par la loi, sous sa responsabilité. Alors c'est important et ça permet d'aller sur le slide suivant. Ce slide suivant, justement, il permet de rappeler du coup quel est spécifiquement le rôle du notaire dans les transactions immobilières, ce qui permet aussi de faire un parallèle avec les propos de Bilal qui étaient passionnants, hein, véritablement, mais comme chaque intervenant de toute façon, et les propos de Bilal qui nous expliquaient notamment que en 30 minutes, on réalisait une session d'actifs tokenisés, que c'était formidable dans cet environnement immobilier. Mais qu'on ne se trompe pas, le transfert de propriété d'un bien immobilier, en tout cas le moment où ce transfert est constaté par un notaire, il ne dure pas 30 minutes, il dure 2 secondes. Le notaire est très rapide pour constater le transfert de propriété. Le notaire est très rapide aussi pour constater le transfert des flux financiers, puisque à l'issue du rendez-vous, en tout cas moi je fais comme ça, je fais un virement, le virement il est fait par la Caisse des dépôts et consignations, on le fait en direct, ça me prend à peu près 1 minute 30. Ce qui est long chez le notaire,
c'est pas de constater le transfert de propriété, c'est pas de réaliser le mouvement financier. Ce qui est long, c'est de sécuriser la transaction immobilière. Et le notaire, il a cette mission dans l'immobilier parce qu'il réalise cette sécurisation sous sa responsabilité. Il vérifie la capacité des parties, que les parties soient bien juridiquement capables de signer un acte juridique, soient bien capables de transférer la propriété d'un bien. Parce que oui, est-ce que l'outil informatique a cette possibilité de vérifier la capacité juridique? Cette capacité, elle est à la fois issue d'actes juridiques et notamment de contraintes juridiques, la curatelle, la tutelle, ce genre de choses que vous connaissez, mais elle peut être aussi cette capacité perçue par le notaire. Il n'est pas rare qu'un notaire, d'ailleurs, refuse d'instrumenter parce qu'il estime que la personne en face de lui n'a pas ses facultés ou n'a pas sa capacité de discernement. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, pour rien vous cacher, avec une personne qui avait probablement un peu trop abusé de l'apéritif avant de venir me voir. Il ne me semblait pas concevable de pouvoir régulariser une transaction alors que cette personne, manifestement, n'était pas en pleine capacité. Autre point, le notaire vérifie aussi la capacité du bien à être cédé, parce que qui dit actif dit potentiellement garantie donnée sur ce bien. Garantie alors immobilière, éventuellement, c'est une hypothèque, un privilège quelconque, mais des garanties aussi déterminées par la loi, qui composeront des droits de suite éventuels, les garanties qu'on peut avoir quand on est en famille, et notamment que le bien que l'on vend est issu d'un partage familial. Et bien, tant que les personnes qui ont transmis ne sont pas décédées, et même dans un temps suivant le décès, il y a une possibilité de revendiquer la propriété du bien, d'exercer un droit de suite. Et bien ça, le notaire, il le vérifie. Il vérifie aussi plein d'autres éléments qui sont susceptibles de sécuriser la transaction. Et puis le notaire, il garantit aussi le transfert de propriété du bien sous sa responsabilité. À partir du moment où le notaire constate le transfert de propriété, il décide sous sa responsabilité que ce transfert doit avoir lieu. Et le notaire est assuré pour garantir ce transfert de propriété. Alors, si on en revient à l'aspect financement de l'immobilier, pour quelles raisons aussi paye-t-on les prix de cession immobilière par la comptabilité du notaire? Simplement parce qu'il détient une comptabilité publique et que de ce fait, les transferts de fonds qui se font par sa comptabilité sont validés par la norme publique. Du fait de payer le prix par la comptabilité, on garantit quoi? On garantit aux vendeurs que le prix existe. On garantit aux vendeurs que sous la responsabilité de l'autorité publique qu'est le notaire, ce prix, il existe. Donc s'il n'existait pas et que l'acte était régularisé, c'est le notaire qui devrait le payer. C'est le notaire qui serait responsable. On garantit aussi à l'acquéreur qu'en contrepartie du paiement de ce prix, il sera bien propriétaire du bien. On en revient à ce qu'on disait sur les garanties potentielles prises sur un bien, et même sur des titres ou des actifs dématérialisés, pourquoi pas. Ces actifs peuvent faire l'objet d'une garantie, d'un nantissement, d'un privilège quelconque. Le fait que le prix passe par la comptabilité permet à l'acquéreur d'être certain, sous la responsabilité du notaire, qu'il sera bien propriétaire en contrepartie de ce paiement, sans que quelqu'un puisse lui opposer un droit de suite. Alors du coup, ça m'amène au slide suivant et à ces réflexions que moi, notaire, je porte. C'est de me dire, d'une part, est-ce que ces transactions, et notamment les transactions immobilières, peuvent aujourd'hui, en l'état de la société, se passer de la sécurité qui est apportée par l'un des piliers de l'organisation juridique des pays de droit écrit. Le modèle notarial est un modèle recopié dans tous les pays de droit écrit qui veulent sécuriser leurs droits. Est-ce que la société aujourd'hui est prête à ça? Est-ce que finalement tokeniser des actifs, tokeniser des relations financières dans le cadre de transactions immobilières, est-ce une attente du marché? Est-ce une attente de la clientèle? C'est pas certain.
Est-ce que la tokenisation peut apporter ce même degré de garantie du paiement du prix ou ce même degré de sécurité juridique sur le transfert de la propriété? Là encore, c'est pas certain et surtout, il faut rassurer dans ces moments de transaction immobilière. Alors c'est sûr que des professionnels avertis comme nous le sommes ou des professionnels de l'immobilier sont peut-être plus susceptibles d'accueillir ces nouveautés, d'accueillir ces nouveaux modes de relations immobilières ou ce nouveau mode de relations financières dans l'immobilier. Mais 90% de nos transactions dans nos études sont réalisées par des particuliers. Et ces technologies, ces protocoles, tels que la blockchain, seront-elles compréhensibles par les particuliers et leur degré de sécurité, alors qu'on les compare à une profession séculaire qui, depuis le XIIe siècle, sécurise les transactions immobilières? Est-ce que ces nouveaux modes de gestion de la transaction pourront être appréhendés? Et ben là, j'émets personnellement une réserve, d'autant plus que c'est l'objet de ma troisième question. C'est ce qui inquiète souvent le particulier ou qui inquiète le porteur d'un projet immobilier, c'est quel responsable en cas de défaillance. Et là, malheureusement, a-t-on une assurance derrière cette technologie? A-t-on un responsable derrière cette technologie? Notre société s'américanise de plus en plus sur cette question de responsabilité. À moindre déception d'un choix d'acquisition ou d'un choix immobilier, on s'aperçoit depuis quelques années que les acquéreurs, notamment, n'hésitent plus à rechercher toute responsabilité pour tenter de sortir d'une situation qu'ils estiment leur être préjudiciable. Alors, je pense que ces réflexions et la réalisation, la concrétisation de ces modes alternatifs ou de ces nouveaux modes potentiellement de transactions immobilières ou de paiement des prix immobiliers devront inévitablement d'abord passer par la case de la légitimité populaire pour que ces technologies soient appréhendées de manière globale et pas que par un petit nombre de professionnels avertis. Et ça me semble être le plus important. Alors, encore une fois, hein, je suis néanmoins l'un des premiers convaincus qu'il faut avoir des réflexions sur ces modes alternatifs. Le notariat, d'ailleurs, depuis 2015, a tenté de développer des projets blockchain, notamment pour s'emparer de cette question de sécurité qui pouvait exister au travers de ces protocoles. Je ne vous cacherai pas néanmoins que cette année, il a été décidé d'abandonner ces deux projets que nous menions de front. Un abandon lié à plusieurs problématiques qui n'avaient pas été perçues, et notamment liées au coût de déploiement, liées au modèle économique derrière ces protocoles et ces projets, liées à une refacturation potentielle des services développés aux clients notaires ou aux clients particuliers d'ailleurs. Et finalement, le notariat, comme d'autres professions, n'ont pas trouvé leur modèle, en fait, pour qu'on trouve une pertinence à ces outils. Alors, ça ne veut pas dire que si le notariat n'a pas trouvé son modèle, ce ne soit pas réalisable, mais effectivement, tout reste à construire et tout reste probablement à venir, et notamment, encore une fois, la légitimité populaire de ces choix pour être sûr que le client finalement adhèrent à ces projets. Voilà, c'était la vision d'un notaire de Saint-Paul-Trois-Châteaux, mais d'un notaire qui est assez sensible à ces questions numériques. Merci beaucoup Mathieu, et je suis ravi de voir que ça touche tout le monde, même à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Donc c'est vraiment bien de voir effectivement les use cases et les aspects juridiques. J'ai vu également que par rapport à ce que j'avais dit en début de webinaire sur les questions-réponses, les intervenants m'ont précédé et ont pris l'initiative de répondre à vos questions. Donc c'est effectivement un bon point parce que je pense qu'on va être un peu juste en termes de timing. Et donc pour ça, pour continuer après sur les aspects de fiscalité et de comptabilité avec Hélène et donc Julien. Je crois que c'est Julien, je te laisse la parole. Merci Laurent.
Alors, effectivement, je vais faire très vite puisqu'il nous reste peu de temps et que je veux laisser la parole à Hélène. Sur les aspects en fiscalité et en comptabilité, donc s'il y a des questions complémentaires, n'hésitez pas à les poser dans le module. On y répondra soit là, soit dans un article qui sera publié suite au webinaire. Donc, il y aura de toute façon la réponse. Évidemment, il n'était pas possible de rentrer dans le détail du traitement fiscal et comptable de toutes les opérations possibles sur la blockchain en termes de financement. Donc, ce qu'on peut faire par contre, c'est donner quelques grands principes qui permettent un petit peu de s'y retrouver. La première chose, c'est qu'il ne faut pas confondre la techno utilisée avec la qualification de l'opération. Ce n'est pas la blockchain qui détermine le régime juridique, c'est le type d'opération qui est derrière. Comme au début, on a dit qu'il fallait aller chercher le sous-jacent pour qualifier une opération. En fiscalité, en comptabilité, on va s'intéresser à la nature de l'opération. On ne peut donc pas parler de régime fiscal ou comptable de la blockchain. Et il est particulièrement important de commencer par caractériser l'opération pour voir où on se situe en termes de niveau d'incertitude juridique et donc de risque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Oui, déjà, les sources, pardon, les sources qui permettent de naviguer là-dedans, il y en a quelques-unes, quelques textes clés. En comptabilité, il y a un règlement de l'autorité des normes comptables qui est paru en juillet 2020. Donc, vous aurez le lien dans le PowerPoint, qui fixe les règles applicables à certaines opérations, pas encore à tout. Donc, évidemment, il y a des choses qui doivent encore sortir. Il y a déjà un cadre comptable qui est donné. Et en termes de fiscalité, il y a la loi de finances 2019 et un rescrit qui est dans le BOFIP, qui apporte aussi un cadre particulier. Donc, c'est des matières premières si vous devez faire des recherches. Et l'AMF aussi, donc Diane en a parlé, mais l'AMF a publié un état des lieux de la réglementation relative aux security tokens en particulier. Là, ça vous donne 3 éléments en droit comptable, en droit fiscal et en droit bancaire et financier pour répondre à cette problématique de qualification des opérations. Alors, je vais un petit peu vite, mais j'ai presque terminé. Si on essaie de faire une cartographie des opérations, sans vouloir être exhaustif, en termes de risque, où est-ce qu'on est sur quelque chose de balisé et où est-ce qu'on est sur du hors-piste plutôt, en termes comptables et fiscal. C'est un petit peu ça la logique de cette slide. Hélène, si tu me permets, je vais faire peut-être le premier et le dernier, et au moins tu pourras garder la parole pour la suite. Okay. Donc, là où on est sur quelque chose d'assez balisé d'un point de vue comptable et fiscal, c'est tout à l'heure ce que présentait Bilal avec le recours à un registre décentralisé. C'est une dématérialisation de quelque chose qui existe déjà en droit, un registre de titres, donc qui est traité largement, une session de titres, c'est traité, que ce soit en fiscalité ou en comptabilité. C'est quelque chose de clair, là où on sait où on va. C'est pour ça qu'on a mis en haut de cette slide. Par contre, ce qu'on a mis tout en bas, c'est ce qu'on appelle les STO, les security tokens, ou les revenus issus de certains actifs tokenisés. Je pense en particulier à l'exemple de Realty qui a été beaucoup commenté ces derniers temps. Là, on est beaucoup sur du hors-piste parce que c'est loin d'être clair d'un point de vue juridique et donc d'un point de vue fiscal en particulier. L'idée, c'était de vous dire, il y a des choses sur lesquelles on peut aller, des choses sur lesquelles il faut faire très attention, et le minimum, c'est d'être accompagné d'un conseil spécialisé dans ce domaine-là. Voilà, j'essaie de faire plus vite. Hélène, je te laisse la parole pour la suite. Il faut juste désactiver ton micro. Voilà. Vous m'entendez? Tout va bien. Alors, je vais essayer d'être très, très rapide puisque nous avons dépassé le timing. Donc, on va parler très, très rapidement des ICO, même si en ce moment, tout est à l'arrêt concernant, je dirais, cette source de financement alternative. Il faut toutefois en mesurer l'importance, c'est-à-dire qu'au tout début, les personnes qui voulaient financer des projets dans la blockchain, lorsqu'elles voulaient simplement ouvrir un compte en banque, c'était le refus. Lorsqu'elles présentaient des statuts, c'était le refus. Donc, quelque part, autant utiliser leur propre technologie pour se financer. Et on a créé en fait ce système qui est très proche du crowdfunding, qui permet finalement de présenter un projet en ligne, ce qu'on va appeler le white paper, un projet en ligne, et puis de vendre des jetons donc, pour se financer.
Alors, au tout début, et le rapport de l'AMF est explicite, au tout début, eh bien, on fait ça pourquoi? Eh bien, on fait ça parce qu'on n'a pas d'autres sources de financement. Donc, c'était les gens de la blockchain qui se finançaient de cette façon. Puis, petit à petit, on s'est aperçu, l'AMF le confirme, qu'il y avait des choses un petit peu plus, je dirais, solides, hein, qui nécessitaient ces financements. Alors, on est vraiment dans la création aujourd'hui d'un nouveau cadre conceptuel, d'une nouvelle réglementation. Vous avez pu l'entendre. Ce qu'il faut, de mon point de vue, retenir, c'est quoi? C'est que il y a un début de réglementation, une volonté au niveau de la France, au niveau de l'Europe, de réglementer tout cela. Donc, il y a eu la création du visa optionnel. Donc, ce qui est très intéressant, si vous avez le temps, si le sujet vous intéresse, parce que je ne pourrais pas vous l'expliquer aussi bien que si vous lisez les white papers des 3 sociétés qui ont obtenu à ce jour le visa de l'AMF. Vous comprendrez absolument à quoi ça correspond, c'est-à-dire comment on explique son projet, pourquoi on utilise cette technologie, quels sont les risques et comment on finance tout cela. Ce qu'il faudrait retenir de mon point de vue, c'est qu'on utilise les propriétés de la blockchain dans l'émission finalement de ces coins, c'est-à-dire que le caractère programmable est inclus dans les jetons qu'on émet. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on passe dans un monde complètement codé qui se finance avec finalement du code. Et à un moment, ces jetons vont évidemment s'échanger par des plateformes avec des monnaies numériques. Hein, voilà. Donc, on est sur quelque chose qui s'écrit. Donc, je vous recommande vraiment d'aller voir sur le site de l'AMF, c'est extrêmement intéressant et vous comprendrez bien la démarche, les risques et cette nouvelle écriture. Donc, je vais prendre la casquette maintenant de l'auditeur en général, hein, donc expert comptable en examen limité, commissaire aux comptes, parce qu'effectivement, c'est un monde en mutation, donc des nouvelles interrogations, des sensibilités, et on a besoin effectivement de se former. Alors, bon, je vais tout de suite poser les grandes questions qui nous sont venues quand on a commencé à réfléchir déjà il y a 3 ans dans la profession à ce sujet. En fait, avant, il y avait une vérité, il y avait un tiers de confiance. Et puis, il y avait un cadre conceptuel qui était financier. C'est-à-dire qu'on était dans un monde tout simplement simple, où on avait finalement des flux qui étaient des flux financiers. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avec cette tokenisation, donc ça touche l'immobilier, évidemment, parce qu'on l'a dit en introduction, l'immobilier, c'est la valeur des actifs, c'est 3 fois le PIB mondial, donc effectivement, c'est majeur et puis il y a énormément de transactions. Alors, il y a une possibilité de faire ce qu'on veut, puisque c'est du code, il ne faut pas l'oublier, donc d'éclater l'usage, évidemment, la propriété, bon, on le fait déjà d'une certaine façon, mais là, on peut l'écrire, on peut l'automatiser, on peut fixer des délais, et tout va se faire automatiquement. On n'a pas parlé des smart contracts, mais il faut s'y intéresser, des contrats auto-exécutants qui ne sont pas des contrats au sens juridique. Donc, on a du code, donc on a une écriture de validité qui se fait à travers un consensus, donc avec un pouvoir effectivement des mineurs ou de ceux qui sont les majoritaires en fonction des règles de consensus. Mais on se pose des vraies questions qui vont être finalement, est-ce que ça existe? Est-ce que ce n'est pas compté 2 fois? Parce que finalement, quand je vais prendre un bien immobilier, un immeuble, et puis je vais le tokeniser, mais est-ce que sur le papier, déjà, physiquement, il n'appartient pas à quelqu'un d'autre? Donc oui, c'est plein de questions comme ça qui paraissent toutes basiques, mais on n'a pas encore répondu à ça. Donc comme ça va très vite, qu'est-ce qu'on va créer? Donc, on a vu Synapse, on a vu évidemment, on fait appel à des gens sérieux pour faire tout ça, mais ça va tellement vite qu'il se peut qu'il y ait des soucis. Et surtout, on a parlé des tokens, donc de l'usage. Hein, donc, dans les ICO, c'est des utility tokens, donc des tokens qui sont d'usage. Donc, je vais avoir une utilité. Mais comment je valorise cela? C'est-à-dire que quand je vais avoir la possibilité d'utiliser un service, qu'est-ce que ça vaut? Parce qu'en fait, il va être in fine, une fois que mon projet va être terminé. Donc, ça vaut combien? Donc là, on est passé dans un monde
où on n'a pas de transaction financière et en même temps, c'est une valeur. Donc, on revient vraiment sur un autre paradigme avec pas de frontières, donc les problématiques effectivement qu'on va voir justement par rapport au droit, justement la propriété. Donc dans certains pays, aux États-Unis, on peut faire certaines choses sur l'immobilier qu'on ne peut pas faire en France, effectivement. On va avoir des nouveaux écosystèmes parce que la blockchain, à la base, c'est quand même une volonté de partage sans organe central de contrôle. Donc il ne faut pas l'oublier, la blockchain, c'est avant tout une volonté de supprimer, c'est écrit dans le white paper de Satoshi, donc Bitcoin, vous avez la volonté de dire que les organes centraux seront supprimés. Donc, banque, gouvernement, etc. C'est dans la déclaration du cyberespace, de l'indépendance du cyberespace 1996. Donc, tout ça, c'est un monde en construction qui a quand même une volonté de supprimer, donc de décentraliser, n'est-ce pas? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai plus de flux financiers, si j'ai plus d'organes centrales de contrôle, eh bien, effectivement, quand on est un petit peu concerné par l'audit, on est un petit peu ennuyé. Voilà. Donc, ça veut dire fonctionner différemment au niveau des contrôles. Donc, on va passer à la slide suivante. C'est vraiment très, très rapide. On a très peu de temps. Donc, on a, je vais passer vite, on a le risque standard qu'on a dans toute société à partir du moment où on adopte une nouvelle technologie, puisqu'il y a forcément un risque opérationnel, mais on a des risques spécifiques qui sont liés à cette technologie, qui vont être justement le fait que comme c'est du code, ça s'exécute avec des consensus qui sont directement dans le code. On a ce qu'on appelle les forks des fourches, donc c'est-à-dire qu'à un moment, c'est la plupart du temps volontaire, il va y avoir, si vous voulez, une division, c'est-à-dire une nouvelle blockchain, l'autre va s'arrêter. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur les anciens blocs? Enfin, bon, en principe, les problèmes sont réglés, mais ce sont de nouvelles questions. Et surtout, la gestion des clés, parce que finalement, on a cette sécurité qui est liée au fait qu'on a des clés, donc une clé publique, une clé privée. Et si je perds ma clé, jusqu'à présent, je vais taper à la porte de ma banque et puis je vais dire j'ai un petit problème, mais là, non, là, c'est du code. Donc, on est sur des nouvelles possibilités de gérer les clés. Ça, c'est un point très, très important. En ce qui concerne les liquidités, là aussi, on n'a pas forcément, on n'a pas quelque chose on n'a pas un marché aujourd'hui encore bien équilibré. Ça se met probablement en place, mais on a de nouveaux risques. C'est sur ça que je voulais insister. Ensuite, les smart contracts, vraiment très, très rapidement, c'est quelque chose qui s'auto-exécute. Et alors, ce qu'il faut absolument retenir, c'est que la blockchain est totalement imperméable au monde aveugle, au monde réel. Pardon, la blockchain, elle est aveugle. Donc, en fait, quand vous mettez un input, quand vous rentrez une information dans la blockchain, eh bien, elle peut être totalement fausse. Et là se crée la chose intéressante qui est quel va être le nouveau tiers de confiance finalement qui valide que ce que vous entrez dans la blockchain, c'est la bonne information. Alors déjà, est-ce que c'est vous, donc Synapse, est-ce que c'est bien vous, le propriétaire de quelque chose? Avec les objets connectés, effectivement, il va y avoir de nouvelles questions parce que ces informations-là, donc ça s'appelle les oracles, quand on rentre l'information. Donc, qui est la personne qui rentre l'information? Est-ce que cette information est juste ou pas? Et puis, donc, une fois que c'est dans la blockchain, on a cette illusion qu'effectivement, la blockchain, c'est la confiance, tout va bien, etc. Oui, bien sûr, mais à partir du moment où les inputs sont bons et où c'est la bonne personne. Donc, d'autres questions, sachant que quand un smart contract s'exécute, on ne revient pas en arrière. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on pouvait déchirer un contrat, le relire, faire un avenant, etc. Et puis, on voyait les choses face à face, on pouvait revenir, bloquer une somme. Non, avec un smart contract, on ne peut pas. Donc, attention à tous les projets qu'on voit, puisque aujourd'hui, on est à peu près à 40% de projets aux États-Unis. Donc, les DSI sont appelés à développer en blockchain privée. Oui, mais
est-ce que vraiment on a besoin de ça? Attention à l'effet mode. Alors, les possibles sont infinis. La liberté est réelle et on peut fluidifier effectivement, notamment ce qu'on a vu au début, avec la possibilité avec 8 décimales. Donc, supprimer des intermédiaires, limiter les coûts, mais effectivement, ça crée de nouveaux risques et c'est pour ça que l'interprofessionnalité est absolument essentielle, la formation est absolument essentielle, parce que de toute façon, ça se fait, ça avance. Donc, en Europe, moins, mais ailleurs, ça avance. Donc, on y passera. Donc, juste pour terminer, pour résumer ce que j'ai déjà dû approcher, ce qui est très important, c'est le business model. Donc, quand on va auditer un projet, effectivement, pourquoi choisir une blockchain? Et là, on est dans vraiment, on se rend compte que les projets qui sont, entre guillemets, qui ont de l'avenir, sont des projets qui sont collaboratifs. Beaucoup sont collaboratifs, beaucoup ont une envie de changement, avec un peu plus de parties prenantes, avec un peu plus de collaboration. Donc, il y a une certaine philosophie quand même qui demeure sur la blockchain. Donc, comment on rentre, comment on vérifie que le sérieux, donc on a vu KYC, on va vérifier évidemment tout ce qui est levée de fonds, les sources de revenus, bon ça c'est les métiers, je dirais, classiques. Par contre, au niveau de la différenciation, bien sûr, c'est tout ce qui concerne la gestion des forks en cas effectivement de fourche dans la blockchain. C'est très simpliste ce que je dis. Tout ce qui concerne la gouvernance, c'est important. Et bien sûr, donc la sécurité avec des nouvelles contraintes, donc le stockage, etc. Puis des questions très spécifiques, c'est-à-dire que quand vous émettez, quand vous faites initial coin offering, quand vous faites une opération, vous allez avoir des jetons qui doivent être entre guillemets brûlés puisqu'ils n'ont pas été souscrits. Donc, comment je les mets de côté au niveau du code, enfin plutôt comment j'identifie cette partie-là, comment je vérifie tout cela, puisque finalement tout est immatériel. Donc là, on est sur l'Internet de la valeur, c'est ça qu'il faut retenir vraiment. On est passé dans l'ère de l'Internet de la valeur. Donc autrefois, Internet, c'était j'envoie une copie, je garde la copie, j'envoie un document, je garde le document, pas de problème. Aujourd'hui, je suis dans l'Internet de la valeur, j'échange de la valeur. Donc cette valeur, elle doit arriver. Elle doit partir de chez moi et être enlevée de chez moi, elle doit arriver chez vous et arriver vraiment chez vous. Et ça, c'est ça qui est vraiment la différenciation et qui est l'écriture d'un nouveau cadre conceptuel. Parce que cette valeur, elle est dans le code. Donc, on va avoir aussi bien évidemment le suivi réglementaire qui est essentiel, les rapports, une comptabilité. Donc, la France a voulu et a créé d'ailleurs des nouveaux comptes, elle veut être précurseur. Et je pense qu'il faut montrer le sérieux des intervenants. Justement, il y a une question sur ce sujet. Finalement, ça fait très sulfureux tout ça, mais il y a beaucoup de personnes qui sont extrêmement sérieuses et qui veulent que ce ne soit pas sulfureux justement et qu'on continue à travailler sur la blockchain et que cette technologie puisse trouver ses marques dans les cas où elle est effectivement utile. D'où l'intérêt peut-être de ces multiples interventions et à nous de réfléchir et de montrer que tout est possible. Voilà, je laisse la conclusion. Merci beaucoup Hélène. Je vais dire waouh, on a travaillé dessus effectivement, mais de voir tous les pièces du puzzle qui se mettent ensemble. Encore merci aux intervenants. C'est assez, voilà, je trouve ça assez impressionnant. Je suis vraiment ravi. Encore un grand merci à tous. Je rappelle effectivement que ce webinaire n'aurait pas été possible sans les autres membres du club immobilier SCE. Et donc, on vous les présente effectivement. Notre club immobilier SCE, c'est un regroupement entre des experts comptables libéraux et des experts comptables en entreprise. Et on voulait faire un focus sur les sujets immobiliers. Donc, je ne pourrais pas tous les présenter un par un, ils mériteraient pourtant parce qu'on a travaillé vraiment de concert sur des sujets aussi exceptionnels et passionnants. On a pu croiser effectivement différents points de vue.
Voilà, n'hésitez pas à leur envoyer un petit message, peut-être sur LinkedIn, pour les féliciter. Et comme on est déjà en retard, mais un petit quart d'heure, il nous reste un petit peu de temps après pour conclure de la part de Frédéric Espira. Donc merci beaucoup Frédéric d'avoir bien voulu rester jusqu'au bout malgré ce retard. Et puis je te donne la parole pour te donner le mot de la fin. C'est gentil, merci. À préciser, effectivement, je suis expert comptable patrimonial et que à l'origine, en 2020, lors de la préparation de ce webinaire, effectivement, j'étais membre du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables et en charge du comité conseil patrimonial, donc du CSO. Et c'est à ce titre que j'ai été invité. Mais et donc, pour conclure, après autant d'éléments, d'informations aussi riches, avec ma casquette de conseiller patrimonial, je me pose quand même la question, est-ce que la blockchain a un véritable potentiel? Et à vous écouter, ça confirme un petit peu les réflexions qu'on a pu avoir et qu'on a pu, au niveau du Conseil supérieur, déjà un peu travailler également, alors pas sur l'immobilier comme on a pu le faire aujourd'hui, mais effectivement, est-ce que la technologie de la blockchain va permettre de répondre à une simplification de certains points, tout en étant complexe dans l'immobilier, enfin dans l'immobilier, pardon, dans le codage? Est-ce que effectivement ça répond à une problématique de confiance? J'entends Hélène qui dit oui, effectivement, moi en tant qu'auditrice, il va falloir que je sécurise tout ce point-là, bien évidemment. Mais oui, ça va permettre de sécuriser des échanges d'utilisateur à utilisateur, ça c'est certain, de créer un registre unique, de vérifier les transactions. La blockchain va permettre quoi? Va permettre également de garantir les avis clients. Par exemple, sur un programme immobilier, on va pouvoir être certain que ce sont de véritables avis clients et non pas des avis complices. Et puis, on a une véritable révolution avec la création des tokens. Parce que ces tokens vont permettre de rendre liquide l'immobilier physique. Tout à l'heure, j'entendais le notaire, excusez-moi, j'ai oublié le nom, mais effectivement, quand on parlait de transaction, de mutation, mais là, je vais tokeniser une partie de mon bien immobilier, j'achète un bien immobilier, et bien, je vais le tokeniser et je vais, par conséquent, permettre à quelqu'un qui n'a pas accès à l'emprunt à emprunter pour lui. Et tout ça, sans qu'il devienne caution, sans qu'il devienne copropriétaire avec moi, parce qu'en fait, j'ai financiarisé mon bien immobilier tout en demeurant le propriétaire du bien immobilier. Et on rendra des comptes, par exemple, au moment de la vente du bien. Et au moment de la plus-value, elle sera partagée lorsque le détenteur de token viendra dire « Mais attends, tu es en train de vendre ton bien et tu dois me rembourser mes tokens. » Et effectivement, il y a toute cette approche de la relation traditionnelle qui est de l'emprunteur banque-vendeur qui est complètement bousculée. On va démocratiser l'accès à la propriété justement en cassant cette relation, notamment avec la banque. Est-ce que j'ai un copropriétaire traditionnel? Est-ce que je suis en indivision traditionnelle au niveau de la propriété sur le bien immobilier? Non. Il n'y a pas de démembrement, je vais éviter le démembrement, je vais éviter l'hypothèque, je vais éviter la caution et je vais me servir effectivement de cet emprunteur qui a une capacité d'emprunt alors que moi, je n'en ai pas. Et pour cet emprunteur, qu'est-ce que ça apporte, la tokenisation? Ça va apporter de la cash extraction. C'est-à-dire qu'il achète le bien et puis il va pouvoir le tokeniser et puis percevoir du cash en échange, tout en demeurant propriétaire, tout en pouvant recevoir les loyers ou tout en habitant encore le bien immobilier. Donc oui, je pense qu'il y a véritablement de l'avenir dans cette blockchain, dans cette tokenisation ICO, etc. Il y a véritablement de l'avenir. Il faut le sécuriser, cet avenir, tel que nous le rappelaient les auditeurs. Mais effectivement, qu'en est-il? Est-ce que c'est une bonne chose pour notre économie? Je n'ai pas de réponse. Est-ce que c'est une bonne chose pour tant du côté émetteur que du côté investisseur?
Je n'ai pas la réponse. La réponse est vraiment pas simple. C'est vrai que la tokenisation de la finance présente parfois des opportunités extraordinaires, mais des défis considérables, notamment des défis de confiance dans les informations qui sont créées. Donc, voilà, c'était un petit peu le mot de la fin. J'essaie de lancer un peu l'ouverture, un peu de réflexion, et je tiens vraiment à vous remercier, remercier toute l'équipe, Laurent, Eric et Julien, pour votre invitation et l'invitation et la relation que l'on peut avoir avec le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables. Merci. Ouais, je réactive mon son. Merci Julien. Encore merci pour la gestion des régies, du back-office. Merci aux intervenants. Juste pour conclure tout ça, donc effectivement, on avait prévu une partie questions-réponses. Il y a quand même des réponses qui ont été faites pendant le déroulé du webinaire. Donc, des réponses qui ont pu être apportées. Évidemment, on garde les réponses, enfin les questions et réponses pour après faire des propositions, comme je disais au départ, de type foire aux questions, d'articles pour continuer effectivement, quitte à approfondir certaines questions posées. Si on a répondu très rapidement, donc ça donnait les éléments clés, mais on peut effectivement beaucoup plus approfondir. Pareil sur les aspects un peu techniques, enfin pratiques, je vous rappelle que le replay enfin le lien pour le replay et pour le support, vous serez envoyé par email. Et peut-être Julien, si tu veux passer sur la dernière slide pour vous donner aussi un contact. Donc comme j'ai présenté au début, c'est Eric Freudenreich qui est donc le président de ECE, pardon. L'émotion après tant d'Institut des experts comptables entreprises. Voilà, pour rappeler les partenaires, donc pour conclure, donc experts comptables entreprises, Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et également Compta Online. Donc, ces 3 partenaires qui ont permis aussi de supporter, d'accompagner la réalisation de cet événement. Donc encore merci à tous. Et puis je vous souhaite une bonne année, une bonne continuation pour tous ces sujets et on reste en contact. Merci beaucoup.